Bonjour à tous, bienvenue sur Aquitaine Online et Valire, le podcast. Et aujourd'hui, l'innovation en Nouvelle-Aquitaine, à l'occasion de Novac, le festival de l'innovation qui se tient à La Rochelle les 29, 30 et 31 octobre. Sur place, vous pouvez venir. Même en famille, les jeunes sont attendus aussi avec des innovations justement ludiques. C'est un festival qui se tient aussi en ligne et tous ceux qui s'intéressent à l'innovation pourront interroger les entreprises, être en relation interactive avec elles, assister aux conférences et aux nombreuses animations de ces 3 jours. Entreprises innovantes, acteurs de l'innovation, n'hésitez pas à nous joindre, nous souhaitons parler de vous. Bienvenue sur nos podcasts à Aurélie Loub. Oui, très bien. Bonjour. Bonjour, très heureux de faire votre connaissance. Alors, dites-moi, comment ça se passe? Eh bien, écoutez, on va peut-être commencer par se présenter. Oui. Voilà. Donc, je suis Aurélie Loup, je suis la directrice de la communication et du marketing territorial à la région Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Et la part de l'économie et de l'innovation dans votre travail, c'est important? Oui, c'est important parce qu'en fait, le développement économique est au cœur des compétences de la région. Donc, dans mon poste, on traite de toutes les compétences de la région et celle-ci étant majeure, on est forcément amené à communiquer fortement sur le développement économique et sur l'innovation. D'accord. Et donc, cette manifestation, vous l'avez appelée festival, festival de l'innovation. Tout à fait. En quoi c'est un festival alors? C'était une volonté d'avoir une approche comme ça plurielle et que ce soit pas parce que ça s'adresse à la fois à des professionnels, à des chefs d'entreprise, aux acteurs économiques comme les pôles de compétitivité, les centres de transfert de technologie, les clusters, mais aussi au grand public et aux familles, aussi aux médias. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche très plurielle de l'innovation, à la fois à travers des conférences qui sont là pour imaginer le monde de demain et replacer l'innovation au service de l'humain, donc dans une dimension plutôt prospective, une dimension très démonstrative et appliquée à travers le showroom qui présente plus de 100 innovations, 115 innovations. Donc là, on est vraiment dans une vitrine de l'innovation régionale. Une approche très expérientielle et applicative à travers les labs. Donc là, ce sont des porteurs de projets, beaucoup effectivement de pôles de compétitivité ou de clusters qui vont poser une problématique et réfléchir avec des parties prenantes à cette problématique. Et enfin, une dimension très grand public, c'est pour ça aussi qu'on l'appelle festival, à travers des animations qui sont portées par les CCSTI, notamment l'Espace Mendès France et CapScience, pour proposer une approche ludique et pédagogique de l'innovation. Donc, vous attendez pas mal de monde sur le site physique. Alors voilà, on est quand même dans un contexte très particulier. Pour rappel, Novac devait avoir lieu en avril, il a été reporté. Et donc là, avec des conditions sanitaires très strictes, on va au-delà des protocoles qui sont imposés et tout est accessible en virtuel, sauf les animations grand public, parce que là, on est vraiment dans des animations pratiques, donc on peut pas les digitaliser. En revanche, on pourra assister aux conférences. Si les labs ne peuvent pas se tenir, malheureusement, on serait sous format de webinaire. Tout le showroom a été modélisé en 3D, donc vous pourrez accéder à une plateforme en ligne et vous déplacer au travers, dans cet espace-là, rentrer en contact avec les entreprises, voir les démonstrations à travers des PDF, des vidéos, des fiches explicatives, entamer une discussion avec les exposants.
D'accord, donc il y aura Et une donc, véritable interactivité en ligne. complètement, complètement. En fait, on a, ça nous a forcé à accélérer aussi cette dimension-là, hein, comme beaucoup d'acteurs de l'événementiel. Et étant donné que c'était le festival de l'innovation, on se devait d'offrir quelque chose d'assez performant. Bien Donc sûr. c'est une première pour nous d'avoir un événement comme ça, qui pour l'instant, enfin on l'espère très fortement, sera un événement hybride, c'est-à-dire qu'on tient très fortement à pouvoir garder, dans la mesure du possible bien sûr, l'événement en présentiel. C'est fondamental pour la vie de l'écosystème et pour aussi donner à voir, hein, notamment au grand public et aux familles, cet espace, cette vision de l'innovation. Mais voilà, elle sera aussi accessible en virtuel. Donc, pour répondre à votre question, oui, on attend plusieurs milliers de visiteurs ou de participants. Après, la question reste la proportion entre le présentiel Voilà. et le virtuel. Mais potentiellement, ça nous ouvre un public beaucoup plus large, hein. C'est ce qu'on Bien constate sûr. sur les événements comme ça, digitaux. Vous avez des hypothèses sur les pourcentages? Sur le pourcentage, non. Ce qu'on sait, c'est la capacité qu'on a en présentiel. Voilà, on a sur la partie conférence, on va être à peu près à 400 participants maximum. On a réduit la jauge par deux. Enfin, sur le site, on sera à moins de 1000 en même temps, hein. C'est ce qui correspond à la jauge autorisée pour les événements. Donc, on s'y tiendra évidemment strictement. Mais il est possible que ce soit moins, parce que le fait, entre le contexte qui peut être un peu anxiogène et le fait qu'on ait une offre digitale qui permette d'accéder à une très grande partie du festival de son bureau ou de chez soi, ça va peut-être inciter les gens à le consommer, à participer sous cette forme-là. Donc, je vous avoue que c'est un peu une inconnue, mais pour nous, l'audience digitale a autant de valeur que l'audience présentielle. Et c'est ça qui est nouveau aussi dans notre approche de l'événementiel. Et vous avez une idée du nombre de personnes possibles en digital? Très, très honnêtement, non. Là, on est à peu près à 2000 inscrits, mais on sait que on s'inscrit obligatoirement sur un événement en présentiel, alors qu'un événement digital, on peut se dire, on a reçu l'invitation, on peut se dire qu'on va se connecter en dernière minute. Il n'y a pas cette notion d'inscription. Donc, on espère être au-delà, évidemment, de ces quelques milliers. D'accord. Et il n'y a pas de limite aux capacités du point de vue. Alors là, du coup, il n'y a pas de limite aux capacités. Enfin, je pense que si on était des centaines de milliers, ça poserait peut-être des problèmes de connexion, mais je pense qu'on n'atteindra pas ces chiffres-là. Bon, ben on va voir si Aquitaine Online nous amène un public énorme. Ah ben, écoutez, j'en serais ravie. Je plaisante, hein. Voilà, donc ensuite, alors sur le type d'innovation qui sont présentées, bon, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses dans les biotech, par exemple. Alors effectivement, déjà, on a 4 thématiques à Novac 2020. On a l'agroécologie, la santé, l'océan et l'énergie. Donc effectivement, ces thématiques étaient définies avant la crise sanitaire, mais D'accord. on voit qu'on était vraiment dans le vrai, dans les grands sujets de préoccupation, hein. Alors évidemment la santé, et d'où la présence assez forte des biotech, mais aussi l'agroécologie, hein, la question de Oui. l'alimentation, nourrir la planète de façon saine, de relocaliser notre production, notre consommation, sont des sujets qui sont au cœur des préoccupations et a fortiori dans la crise sanitaire, économique et sociale qu'on traverse. Donc, on a maintenu, évidemment, et même renforcé ces thématiques-là, c'est-à-dire qu'on a retravaillé avec nos intervenants de sorte à ne pas aborder ces thématiques de façon hors sol, mais de bien les replacer dans le contexte qu'on traverse en ce moment. D'accord. J'ai remarqué qu'il y avait même des entreprises qui étaient directement sur des questions de société, comme ressentez-vous, nutriculture. Tout à fait. Et si ça s'appelle festival aussi, c'est parce qu'on est sur une dimension très très large de l'innovation. Donc il y a des innovations technologiques, mais il y a aussi des innovations sociales, comme vous venez de le souligner, qui sont très présentes et qui sont aussi importantes et moteurs dans les évolutions et l'adaptation de la société et des politiques publiques pour répondre à ces évolutions-là.
Donc, on a des choses très, très variables. On a dans le showroom, l'innovation vraisemblablement la plus bluffante, c'est sûrement le démonstrateur usine 4.0, qui est une très belle illustration de l'écosystème régional de l'innovation, puisqu'il rassemble 5 clusters et pôles de compétitivité, 15 entreprises et startups. Et l'idée, c'est de montrer à travers un démonstrateur, un véhicule qui se déplace sur les rails, les différents postes de travail et comment demain, les postes de production comme ça peuvent s'adapter et comment on peut penser l'usine de demain. C'est très intéressant. C'est très intéressant et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est visuel. Donc, même pour un public non averti, des gens qui ne sont ni ingénieurs, ni techniciens, et des novices, comme je peux l'être par exemple, c'est très visuel et c'est très explicatif. Et pour un jeune public, ça peut amener des vocations ou tout au moins sensibiliser à des métiers de l'innovation. Je fais une petite parenthèse. Vous employez souvent le mot cluster pour nos auditeurs. Est-ce que la connotation est plutôt négative en ce moment? Oui, c'est vrai. Je vous avoue qu'on s'était dit qu'il fallait le bannir de notre vocabulaire et c'est difficile parce que c'est très ancré chez nous. Ça n'a évidemment rien à voir avec les clusters de la Covid. Ce sont des clusters économiques. Là, en fait, ce sont des regroupements par filière d'entreprises pour pouvoir partager leur savoir, échanger et pouvoir être beaucoup plus performants à travers cette dimension collective. D'accord, ça méritait d'être précisé. Merci de la question. Donc, et alors, si on sort du festival lui-même, sur l'innovation dans la région Nouvelle-Aquitaine, quel est un peu le panorama? Quels sont les points forts, les différences avec d'autres régions, par exemple? Alors, le point fort de la stratégie de l'innovation, c'est que l'innovation est au cœur du développement économique. Et ce qui est particulier à la Nouvelle-Aquitaine, c'est le fait de mettre en place cet écosystème de l'innovation. Et il y a plusieurs pôles à cet écosystème. L'idée, c'est de mettre en relation le monde de la recherche, le monde de la formation et le monde économique. Et de faire en sorte de créer un terrain favorable à l'innovation parce qu'on va faire du transfert de technologie du monde de la recherche vers le monde économique. On va être en capacité de créer les bonnes formations, que ce soit des formations initiales ou des formations continues, pour permettre aux entreprises de disposer des bonnes compétences et des bons savoir-faire dont ils ont besoin pour se développer. Voilà. Donc, d'un point de vue macro, ce qui est essentiel ici, c'est la favorisation effectivement de cet écosystème. Et c'est pour ça qu'on est à l'origine, le Conseil régional est à l'origine de la création d'un certain nombre de clusters et qui a un lien permanent avec les milieux économiques. La région a mis en place, par exemple, le club des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, qui sont des entreprises entre les PME et les grands groupes, et qui sont les entreprises qui sont les plus productrices d'emplois. Je vous en prie, pas de problème. Les entreprises les plus productrices d'emplois et les plus solides, en fait, pour faire face à la crise. Et donc, il y a toute une stratégie aussi de faire évoluer les PME vers des ETI. Voilà, là encore, pour qu'elles soient en plus grande capacité de développer de l'innovation et de créer de l'emploi. Parce que ce sont ces ETI qui manquent le plus dans l'économie française. Exactement. Et qui ont des problèmes de financement aussi, non, par rapport aux États-Unis, par exemple. C'est ça, et c'est pour ça qu'on a aussi une stratégie de fonds propres, de développement de fonds propres à la région, avec parfois de l'entrée au capital ou favoriser l'acquisition de fonds propres pour ces entreprises-là. D'accord. Et donc, il y a une bonne dynamique sur ces questions-là. Il y a effectivement une bonne dynamique. Alors là, on a retravaillé dans le cadre du plan Nouvelle-Aquitaine Rebond, qui est le plan de transition et de reconquête technologique, à renforcer effectivement cette stratégie de fonds propres pour soutenir au mieux les entreprises. Et toujours dans une vision d'avenir. Il y a évidemment des mesures d'urgence qui ont été prises par la région avec 20 millions d'euros, par exemple, pour les entreprises, 5 millions d'euros pour les associations, parce qu'il ne faut pas négliger les emplois associatifs qui sont très structurants sur notre territoire.
Et du coup, avec une très bonne équité territoriale, on en trouve partout sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi et toujours cette vision de conforter la solidité des entreprises à travers cet écosystème, à travers cette stratégie de fonds propres et en favorisant leur capacité à innover. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un autre goulot d'étranglement possible qui est celui de la formation, des compétences? Alors ça, c'est effectivement fondamental. On a toute une stratégie et on renforce notre action sur la partie orientation parce qu'il faut que ça prenne très tôt dès le collège en fait. Ces informations apportées aux jeunes publics, aux jeunes collégiens, pour les encourager à aller vers les voies où il y a de l'emploi en Nouvelle-Aquitaine. Alors, ce n'est pas forcément des voies de l'enseignement supérieur. Hein. Les entreprises ont des gros besoins sur des métiers de soudeur, par exemple, sur des métiers comme ça très qualifiés. Très gratifiant aussi, puisque c'est des fonctions qui sont très utiles pour certains métiers de l'industrie. Donc voilà, une action sur l'orientation, on essaye d'avoir des approches innovantes, c'est-à-dire là encore, de mettre en relation très tôt le monde de l'entreprise avec le monde de l'enseignement, qui est très peu le cas, hein, il faut le dire, à ce jour. Donc, on a développé, par exemple, des escape games où on fait vivre, en fait, à travers un mode très ludique auquel les jeunes commencent à être habitués. Hein. L'escape game dans un milieu plus ludique qui sont arrivés il y a quelques années, pour leur faire découvrir des métiers comme ça et les encourager à s'intéresser et à choisir ensuite les bonnes filières. Des rencontres entre des entreprises, voilà, ça se passe à l'échelle territoriale en fait, des entreprises locales qui vont aller sensibiliser le jeune public aux métiers qu'elles seraient en capacité de leur fournir en local. Parce que derrière, il y a aussi l'enjeu de pouvoir maintenir de l'emploi local et de maintenir la vie sur les territoires en dehors des métropoles ou des grandes agglomérations. C'est effectivement un grand enjeu de pouvoir sensibiliser les jeunes publics, de pouvoir offrir les bonnes formations en proximité sur les territoires. Alors moi, je pensais aussi, alors ce que vous dites est très important, mais je pensais aussi au fait que l'innovation appelait des compétences nouvelles et qui n'existaient pas, ou très peu, même dans des écoles d'ingénieurs ou autres grandes écoles. Hein. Effectivement, on dit souvent, j'ai plus la proportion en tête, mais il y a un très grand nombre des emplois et des métiers qui seront en vigueur dans 10 ans, qui n'existent pas encore. Et la proportion est assez énorme. Hein. J'ai plus le chiffre en tête. Oui, c'est ça. Hein. C'est très difficile de former des gens maintenant à des métiers qui n'existent pas encore. Donc, l'idée, c'est de plutôt jouer sur des compétences et aussi de plus en plus sur des soft skills, c'est-à-dire de voir vraiment l'intelligence relationnelle qui peut avoir qu'on peut développer et de pouvoir s'appuyer là-dessus et sur des gens qui demain auront les capacités à s'adapter quand ces nouveaux métiers, ces nouvelles compétences émergeront, mais d'avoir les bons profils pour les bonnes filières et les bons métiers de demain. Et sur les circonstances actuelles, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'emplois hautement qualifiés qui n'arrivent pas à être pourvus. Et oui, tout à fait. Ça, c'est un réel problème sur l'attractivité des métiers. Donc là, il y a une approche des entreprises qui est nouvelle, c'est de pouvoir aussi valoriser non seulement le poste qu'elle propose, mais d'une part l'entreprise et les valeurs qu'elle porte de plus en plus, et particulièrement les jeunes gens très qualifiés, ont besoin d'avoir du sens dans leur métier. Au-delà du poste qu'ils vont occuper, c'est quelles valeurs porte l'entreprise ou la structure pour laquelle ils vont travailler, quelles sont les valeurs sociales et environnementales qui sont portées par cette entreprise-là. Et au-delà de ça, ils cherchent aussi un cadre de vie et pas simplement un job. Et donc là, il y a une alliance à renforcer entre les offres de territoire, le cadre de vie que le territoire peut proposer et le cadre d'emploi que l'entreprise peut proposer, avec un lien très fort à travers la RSE
avec le rôle que peut jouer l'entreprise dans son territoire et dans son environnement. Donc, c'est aussi des questions sur lesquelles on travaille à travers une approche d'attractivité du territoire où, voilà, je travaillais dessus encore hier sur de pouvoir faire plus d'interactions entre les marques employeurs et l'attractivité des territoires. Et les entreprises s'intéressent de plus en plus à ces sujets, d'abord par intérêt réel, je pense, et puis par prise de conscience de leur rôle sociétal et environnemental, et puis pour des besoins plus primaires aussi, hein, d'avoir besoin d'être attractifs pour les talents dont ils ont besoin pour se développer. Alors, justement, la répartition géographique de l'innovation, euh, Bordeaux, bon, La Rochelle, je ne sais pas. Et puis, il y a des départements qui sont quand même très, très ruraux. Et je remarque d'ailleurs qu'il y a quasiment pas d'innovation concernant le secteur touristique. Alors en fait, on a développé là très récemment un tourisme lab, donc je pense que la prochaine édition de Novak, on aura beaucoup plus d'innovation touristique, D'accord. mais on a quand même des choses sur la préservation du littoral, par exemple, hein, où le lien avec le tourisme est très, très prégnant. On a lancé les projets touristiques, enfin des soutiens aux projets, enfin un dispositif de soutien aux projets touristiques innovants, alors qui ne se retrouve pas forcément dans Novak là, mais il y a une vraie dynamique dans le tourisme, à savoir pour pouvoir adapter son offre. Alors, je pense au numérique, mais pas que, aussi toujours alors bien sûr dans la prise en compte là, du contexte particulier, hein, pour être en capacité de proposer une offre qui soit en adéquation avec les mesures sanitaires, mais aussi d'être plus expérientiel et plus immergé sur son territoire. Donc, il y a une vraie dynamique ici d'innovation dans le secteur du tourisme et plus globalement sur l'équité des territoires. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et on est ravis, par exemple, d'avoir Carcidiag à Guéret, qui est une innovation qui permet d'avoir des diagnostics innovants pour déceler les cellules souches cancéreuses. Schisler en Deux-Sèvres, hein, qui propose des gobelets 100% compostables, non pas recyclables mais compostables, voilà, avec des vraies innovations, voilà, en matière environnementale, en matière de santé. Voilà, ce ne sont que quelques exemples, mais on en a bien d'autres sur les territoires. Bien évidemment, au regard de la localisation du tissu économique, l'innovation est le reflet de ce tissu-là. Donc, on va en avoir moins, effectivement, sur des territoires plus ruraux qu'autour de la métropole bordelaise. Pour autant, on voit des vraies initiatives et de la part de ces entreprises-là, et notamment des startups, une vraie revendication aussi à s'installer en milieu rural pour défendre effectivement le fait que l'innovation peut être partout et un véritable attachement à leur territoire. Certains créateurs aussi qui reviennent sur leur territoire d'origine et puis pour créer de l'économie, créer de la vie. Voilà, on retrouve beaucoup ce courant-là, ça rejoint ce que je dis tout à l'heure sur le fait d'être attaché aux valeurs qu'on porte. Voilà, on n'est pas là juste pour créer une entreprise ou exercer un emploi. On a besoin, en tant que chef d'entreprise ou en tant que salarié, de pouvoir porter et incarner des valeurs. D'accord. Et vous sentez au niveau de la région une tendance de fond qui est liée aux circonstances actuelles. Apparemment, il y a beaucoup de citadins qui voudraient se retrouver ailleurs que dans la ville. C'est quelque chose qu'on ressentait déjà. Il y a un double courant. Les franciliens qui viennent dans les métropoles, voilà, les trentenaires, ils ont des enfants, besoin d'avoir plus d'espace, un autre cadre de vie, mais en même temps d'avoir un cadre urbain pour l'offre culturelle, l'offre de transport, l'offre de services, etc. Et il y a un deuxième mouvement des métropoles vers des territoires plus ruraux, parce qu'on retrouve dans certaines grandes métropoles hein, les inconvénients qu'on peut trouver à Paris ou en Île-de-France en termes de temps de transport, de pollution, etc. Donc il y a ce double phénomène-là qu'on constatait déjà avant, de façon séquencée. Hein, voilà, le deuxième phénomène est plus récent. Et là, je pense sincèrement qu'il va être renforcé par la crise qu'on traverse. On a vu l'effet immédiat sur les personnes qui avaient la possibilité d'aller dans des résidences secondaires ou dans la famille plus à la campagne pendant le confinement. Il y a eu le deuxième effet qui a eu le boom sur des achats de résidences, soit principales, des gens qui sont
constaté que le télétravail était possible de façon plus étendue et donc qui décalent leur résidence principale sur des milieux plus ruraux ou des résidences secondaires. Donc, je pense qu'on va avoir un mouvement vraisemblablement de fond, parce que là, il y a eu un effet immédiat, mais quelque chose ça mérite quand même réflexion, hein, ce type de changement de vie. Donc, je pense que les phénomènes que je citais précédemment, qu'on constatait avant, vont s'accélérer et que du coup, c'est au pouvoir public de donner les moyens, notamment en termes de déploiement du très haut débit pour pouvoir mener voilà, une activité professionnelle ou même une activité, enfin, avoir une vie connectée. Les structures des infrastructures de transport, l'offre de transport aussi, le maintien d'activité sur les territoires, l'offre de santé sur les territoires, tout ça voilà, va dans le bon sens parce que plus il y aura de vie sur les territoires, plus la nécessité de services publics sera importante. Exactement. Et puis les déplacements en train aussi, alors. Oui, tout à fait. Quand je parle d'offre de transport, il y a effectivement les transports régionaux, ce sont les TER et ce sont depuis. Et c'est aussi l'offre de cars interurbains. Ah oui. Et bien sûr les transports scolaires. D'accord. Alors justement sur l'urbain, il y a une réflexion des clusters sur la ville du futur. Il y a des réflexions sur l'aménagement du territoire. Pas forcément la ville du futur, parce qu'on ne limite pas notre réflexion à la ville, mais à l'aménagement du territoire dans sa globalité. Et il y a notamment une action renforcée sur les centres, ce qu'on appelle les centres-bourgs, les centres-villes et les centres-bourgs, pour éviter le phénomène où les centres-bourgs se vident de leur activité pour aller conforter les zones périurbaines, ces grandes zones commerciales, voilà, qui n'ont pas que des avantages. Qui se ressemblent toutes. Hein. Ouais. Donc là, il y a une action de la région qui agit à la fois sur les commerces et à la fois sur le logement pour pouvoir être en capacité de maintenir de l'activité économique et d'offrir une offre de logement dans les centres-villes et les centres-bourgs. Et ça, vous voyez, vous parliez d'une offre sur la ville de demain et notre réflexion, elle est plutôt sur la ruralité. En fait, on est quand même une région très rurale. On est la plus grande région de France en superficie. Par contre, parmi les plus densément peuplées, les moins densément peuplées, pardon. Donc voilà, on a vraiment le tropisme métropolitain et puis après un réseau de villes moyennes et évidemment de villes secondaires qui sont fondamentales pour la structuration de nos territoires. Donc il est indispensable de travailler à cette échelle-là. D'accord. Alors, si l'on revient aux entreprises qui sont présentes, les entreprises innovantes, vous auriez quelques exemples à mettre en exergue? Je vous citais tout à l'heure, effectivement, Carsidiag, on a iCleanMassy aussi, par exemple, qui est situé à Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui offre des solutions de dépollution de l'eau. Qu'est-ce que je peux vous citer comme exemple? La cosmétique naturelle avec Cosmalia, Materup qui propose des nouveaux matériaux de béton innovants pour le BTP. UV Germi aussi très intéressant, un traitement de dépollution de l'air et de surface par UV, donc particulièrement intéressant en ce moment. Et UV Germi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont là en tant qu'exposants pour montrer leur innovation et en plus, on a fait appel à leurs prestations pour la désinfection des salles à l'espace Encan à La Rochelle où se tient Novac. Pour renforcer encore plus les mesures sanitaires au-delà des protocoles imposés. D'accord, c'est donc directement opérationnel Complètement. Et donc ils sont en très forte croissance, alors j'imagine actuellement. Je vous avoue que je ne suis pas au cœur de leur développement, je ne saurais pas répondre précisément à cette question, mais effectivement, ils ont un produit qui est au cœur de l'activité, ça c'est sûr. Très bien. Eh bien, écoutez, est-ce que vous voyez d'autres questions qu'on n'aurait pas abordées?
Vraiment encourager le plus grand nombre à assister à Novac, rassurer le public et notamment le grand public et le public familial sur le fait que toutes les mesures sanitaires ont été prises pour les accueillir dans les meilleures conditions. Et qu'on est ravis aussi de pouvoir maintenir cet événement malgré le contexte, parce que les entreprises nous ont vraiment dit que c'était important pour elles. On a eu la quasi-totalité des entreprises qui étaient inscrites en avril qui se sont réinscrites. Très honnêtement, je me disais que vu le contexte, elles allaient avoir d'autres soucis de premier ordre. Et en fait, c'est vraiment fondamental pour leur rebond et leur relance d'avoir cette vitrine, de pouvoir échanger entre elles, de pouvoir renforcer l'écosystème et de pouvoir avoir de la visibilité à travers ce festival. Donc, c'est aussi un signe fort pour le milieu de l'événementiel qui souffre énormément. Et de pouvoir maintenir, on sait qu'à chaque fois qu'il y a un événement, que ce soit un événement culturel, sportif, économique comme celui-là, c'est des retombées en fait sur le territoire indirectes qui sont fondamentales pour l'économie et qui souffrent évidemment beaucoup en ce moment. Donc voilà, un vrai volontarisme de la région pour mener cet événement. Et puis, je ne peux qu'inviter très largement tous les publics, les jeunes, les familles, les chefs d'entreprise, les salariés à venir. Il y a pour tout le monde à penser demain, à voir des choses innovantes, à faire des ateliers ludiques. Donc, oui, c'est ça, il y a un côté ludique, tout à fait. Donc, oui. On va insister là-dessus aussi, très bien. Oui, tout à fait. Toute la journée du samedi, vous avez des ateliers. On a aussi, c'est difficile de tout dire parce que le Novac est très riche. Donc, tout le programme se trouve sur novac.fr. Des documentaires et des films qui seront projetés le samedi à l'Espace Encan. Et là encore pour avoir aussi des échanges avec les réalisateurs qui seront présents. Donc voilà, toute cette dimension pour pouvoir penser l'innovation autrement et sûrement d'une façon dont on n'aurait pas imaginé. Je reviens aux entreprises, elles ont un manque de visibilité, c'est ça qu'elles recherchent aussi au travers d'une telle vitrine. On ressent bien ça, ce manque. C'est fondamental, surtout pour les entreprises qui sont en phase de développement, d'innovation. C'est de donner à voir, de pouvoir convaincre et de pouvoir challenger aussi leurs innovations par rapport à d'autres. Et puis comme du coup, ça va être un concentré d'innovation, de l'écosystème de l'innovation qui se trouve en même temps au même endroit, rien qu'entre les conférences, les labs, le showroom, voilà, là il y a du business à faire, il y a du sourcing à faire, il y a du networking. C'est pour elle effectivement un enjeu de visibilité, de business aussi très fort. D'accord. Très très bien. Eh bien, écoutez, bravo pour cette initiative et puis la façon innovante dont ça a été monté. Je vous remercie beaucoup. Et puis, nous reviendrons vers vous peut-être pour faire un peu un bilan de la façon dont ça s'est passé. Avec grand plaisir, oui. Et on croise les doigts pour que le public soit au rendez-vous. On croise les doigts avec vous alors. Merci beaucoup, bonne journée. Merci et puis bienvenue à Novac à tous. Merci. Au revoir. Merci pour votre écoute. Venez nombreux au Festival de l'innovation, physiquement et en ligne. Entreprises innovantes, acteurs de l'innovation, n'hésitez pas à nous joindre. Nous souhaitons parler de vous. Nous vous accompagnons aussi en communication, notamment avec le storytelling et les podcasts. À bientôt.